Planète en transition, le podcast de l'Institut TTI.5 de l'École des Mines de Paris. Nous sommes tous très sensibles en matière de confort au niveau de chaleur ou de fraîcheur que nous ressentons dans les bâtiments que nous habitons ou fréquentons quotidiennement. Or, chauffer ou encore refroidir, c'est faire appel à une source d'énergie et potentiellement impacter le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, quand on parle de mode de chauffage, on pense souvent au vecteur électrique. Pourtant, en 2025, près d'1 ou d'une Française sur 10 est chauffée par un réseau de chaleur. Ces réseaux de chaleur sont pour leurs promoteurs écologiques, autonomes, compétitifs et fiables, faisant appel à des travaux très simples, sans panne, issus d'une démarche collective et individuelle. Mais sur le terrain, et en particulier loin des pôles urbains, dans les milieux ruraux, comment décliner ces évaluations ? Et quelles sont les réelles opportunités pour les territoires par rapport à ces moyens de chauffage ? Dans ce podcast, Planète en transition, nous vous proposons d'envisager comment ces systèmes de chauffage populaires en ville peuvent se décliner en campagne et à quelles conditions. En particulier, nous discuterons de la pertinence des indicateurs qui existent aujourd'hui pour soutenir le déploiement de telles infrastructures, ainsi que leur potentielle évolution, aujourd'hui avec Théodore Fontenaille, doctorant au Centre Énergie, Environnement, Procédés et au Centre de Gestion Scientifique de l'École des Mines de Paris. Mon sujet de thèse s'intitule « Modèles et outils pour le développement de micro-réseaux de chaleur en milieu rural ». Je travaille sur les enjeux de transition énergétique dans les territoires ruraux en France et plus particulièrement au sujet des réseaux de chaleur. Bonjour Théodore, dans ton sujet de thèse, tu parles donc de réseaux de chaleur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est un réseau de chaleur ? Bonjour Nadia. Un réseau de chaleur, c'est d'abord un système technique. C'est un système de distribution d'énergie sous forme de chaleur d'au moins une source de production à plusieurs bâtiments. Est-ce que tu peux nous préciser comment cette énergie est distribuée au sein de ce système technique ? Classiquement, elle est distribuée par de l'eau chaude dans des canalisations enterrées qui vont d'un bâtiment à l'autre. Et comment est chauffée cette eau ? Tout ce qu'on peut imaginer qui produit de la chaleur. Alors, évidemment, l'ensemble de ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, mais il y a aussi des sources d'énergie qu'on qualifie de renouvelables. Alors, est-ce que c'est pour ça que, éventuellement, ce mode de chauffage peut être intéressant ? Tout à fait. Ce système-là, d'abord, il permet la mutualisation de la production. On comprend bien que, à la différence des systèmes de chauffage individuels comme un radiateur électrique, le réseau de chaleur est mutualisé, il est mis en commun entre plusieurs bâtiments. Et donc, on peut utiliser des systèmes plus grands, des systèmes de production qui produisent une plus grande quantité de chaleur, qui sont plus puissants. D'accord, donc il y a une mise en commun, finalement, pour de nombreux utilisateurs. C'est ça l'idée. Et ça permet aussi d'utiliser certaines sources d'énergie renouvelables qu'on ne pourrait pas, ou plus difficilement, utiliser pour un usager seul. Tu peux nous préciser quelles sont ces sources d'énergie renouvelable ? C'est l'exemple typique de la géothermie de grande profondeur. Précise-nous la géothermie. La géothermie, c'est l'usage de l'énergie du sous-sol à des fins énergétiques. Donc là, on parle de utiliser en général de l'eau qui se trouve dans des nappes phréatiques de grande profondeur et qui a une température élevée. Et c'est cette température-là qu'on va aller chercher. Il est clair que pour un seul usager, on ne va pas utiliser des puits de plusieurs kilomètres de profondeur. Oui, on le met en commun, effectivement. Outre la géothermie, d'autres énergies renouvelables ? Il y a par exemple ce qu'on appelle les énergies de récupération. On parle aussi parfois de chaleur fatale. C'est l'idée de récupérer de la chaleur disponible, issue de procédés industriels dont l'objectif premier n'était pas la production de chaleur. Par exemple, la combustion des déchets, des ordures. L'objectif premier n'est pas la production de chaleur, mais pourtant, il y a tout de même de la chaleur qui est disponible. Et on peut la récupérer et s'en servir pour chauffer directement les bâtiments.
Est-ce que, à l'instar de ce dont on parle pour l'électricité, le photovoltaïque, l'éolien vont être des candidats pour cet usage de chauffage de l'eau? C'est vrai que quand on pense à énergie renouvelable, on pense souvent à des systèmes qui produisent de l'électricité. C'est l'exemple que tu donnes, le photovoltaïque, l'éolien, il y a aussi l'hydroélectricité, les barrages. Mais là, on se concentre dans ce domaine-là du réseau de chaleur sur des énergies renouvelables qui produisent directement de la chaleur. C'est donc, par exemple, la géothermie, la chaleur fatale pour l'énergie de récupération, et la biomasse. La biomasse, c'est un mot générique qui recouvre l'ensemble des systèmes végétaux qui, lorsqu'on les brûle, produisent de la chaleur. C'est l'exemple typique du bois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme source pour la biomasse qu'on peut utiliser? Il y a ce qu'on appelle les résidus de culture, c'est-à-dire le reste d'une plante qui n'est pas valorisé, qui n'est pas utilisé dans l'agriculture. On ne s'intéresse qu'aux fruits, à la fleur. Est-ce que tu peux nous dire finalement à partir de quand ces systèmes de chauffage se sont développés en France et à l'étranger, à l'international bien sûr? Certains historiens, certains auteurs remontent l'histoire de ces systèmes-là dans une petite ville française qui s'appelle Chaude-Aigues, qui est située dans le Cantal, au début du XIVe siècle. Quelle est la particularité de cette ville pour avoir suscité l'intérêt dans ce système? Chaude-Aigues, c'est une ville dans laquelle il y a des ressources géothermiques avec de l'eau chaude directement accessible. Des sources chaudes. Des sources chaudes. Et à quelle époque remonte l'usage du réseau de chaleur? Il remontait ça en 1330. Donc on comprend bien que le système de 1330, il n'a pas grand-chose à voir avec les systèmes aujourd'hui et les systèmes qui m'intéressent. La version plus moderne, contemporaine, des réseaux de chaleur apparaît à la fin du 19e siècle. Et est-ce que c'est pareil, plutôt dans un petit village que ça apparaît? Ça apparaît dans la ville de Lockport, au nord-est des États-Unis, et très vite ça se développe dans plutôt les grands centres urbains à l'échelle du monde, donc New York à cette période-là. Et ensuite, à partir du début du XXe siècle, ça commence à se développer en Europe. Le premier réseau qui apparaît en France apparaît à Paris, et après un certain temps de construction, il ouvre en 1927. Apparition à Paris en 1927, et est-ce que ça devient populaire en France? Ça se développe dans les grandes villes, mais il faut un certain temps pour que on puisse parler d'un développement massif de ces systèmes-là. Dans la période de l'après-guerre, dans les années 50 à 70, on voit un développement assez important de ces systèmes-là dans les centres urbains. Et donc, oui, on peut parler de système populaire, même si c'est pas un système qui bénéficie d'une publicité importante, par exemple. A priori, on voit que ce déploiement se fait dans les pôles urbains. Et aujourd'hui, dans ton sujet de thèse, tu abordes la question du rural. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans ce monde rural? Dans les territoires ruraux, lorsque je commence mes travaux de recherche et que je m'intéresse à ce sujet-là, ma première impression, c'est qu'il n'existe pas, qu'il y a très peu de réseaux, voire pas du tout, dans les territoires ruraux. Ça s'explique peut-être pour deux raisons principales. La première, c'est que les travaux de recherche portent très peu sur ce sujet-là. On a peut-être 10 articles scientifiques, ce qui est très peu à l'échelle du monde, qui parlent de ce sujet-là spécifiquement. Dans quelle région? Alors, il y a surtout un projet suédois, donc un projet de recherche qui porte sur les réseaux de chaleur dans les territoires moins denses, et qui s'explique d'abord par une volonté d'aller voir, dans un contexte de saturation de marché, c'est-à-dire qu'on a des réseaux de chaleur qui vont raccorder une grande proportion des bâtiments d'une ville, voir si c'est possible, si c'est intéressant d'aller sortir un peu de la ville, sortir un peu de la grande densité de population, et aller voir dans des zones un peu moins denses, des zones périphériques, si c'est intéressant d'aller les raccorder. Et donc ils font des études là-dessus. Mon sujet, il sort un peu de ce cadre-là, puisqu'on va encore plus loin. On va dans des territoires ruraux qui ne sont pas, au sens propre, des zones périurbaines. Et l'autre raison pour laquelle j'ai eu cette impression que les réseaux de chaleur dans les territoires ruraux n'existaient pas, c'est parce qu'il y a eu une initiative en France de les cartographier, de recenser l'ensemble des réseaux de chaleur sur le territoire,
Et cette cartographie, elle présente très peu de réseaux dans les zones rurales. Mais lorsque on commence à fouiller, on se rend compte que cette cartographie, elle évolue. Parce qu'il y a de plus en plus de réseaux qui sont recensés chaque année, et que dans les territoires ruraux, on manque nettement d'informations. Plus on s'éloigne des centres urbains, c'est un travail que j'ai fait pour la Bretagne, plus on s'éloigne des centres urbains en Bretagne, plus on se rend compte qu'il y a des réseaux qui sont connus localement. À l'échelle d'une commune, lorsqu'il y a un réseau, il y a au moins un acteur qui est au courant que ce réseau existe. Le problème, c'est qu'à l'échelle nationale, on n'a pas de vision sur l'ensemble des réseaux qui existent. Et donc dans le cas de la Bretagne, plus on s'éloigne des centres urbains, plus il y a une forte proportion de réseaux qui ne sont pas connus à l'échelle nationale. Donc tu disposes de peu d'informations sur l'état des lieux des réseaux de chaleur dans ce monde rural. Comment alors vas-tu aborder ton sujet de réflexion ? Une première manière, c'est de s'insérer dans un projet de recherche sur plusieurs années. Et c'est mon cas avec une initiative qui s'appelle l'Avigot Lab, qui est située dans les Vosges. Ils travaillent sur la transition des territoires ruraux. Et moi, à l'intérieur de ce projet, je m'intéresse à, en particulier, leur réseau de chaleur, qui est en cours de développement. L'objectif, c'est de raccorder les différents bâtiments qui sont situés dans cette petite vallée du sud des Vosges, l'hôtel-restaurant et plusieurs chalets d'habitation. Et quelles sont les ressources sur lesquelles ils s'appuient pour développer le réseau de chaleur ? Ils s'appuient sur des ressources ultra-locales, leur forêt d'épicéas, et éventuellement une production qu'ils veulent développer à l'échelle locale. Que ce soit d'autres biomasses, d'autres ressources de biomasse envisageables pour alimenter le réseau de chaleur, ou, par exemple, du chanvre pour isoler leur chalet. Donc ça t'a permis de comprendre finalement les potentiels de raccordement et les difficultés aussi qu'on va rencontrer par rapport au développement de ce système technique. Tout à fait, il y a de nombreuses difficultés. Après plusieurs déplacements et des entretiens avec des acteurs sur l'ensemble du territoire, je constate une grande diversité de problèmes que ces acteurs rencontrent. Est-ce que tu peux nous les partager ? Ouais. C'est d'abord des problèmes d'investissement. C'est peut-être le problème qui revient le plus souvent. Pourquoi ? Parce que dans un territoire rural, et ça c'est une généralité, par principe, c'est la commune qui est compétente en matière de développement de réseaux de chaleur. Et donc c'est à elle, si elle en assume la charge, d'investir. Une commune rurale dispose de peu de moyens financiers pour développer des projets, et donc en particulier pour les réseaux de chaleur, c'est souvent compliqué d'investir. À qui peut-elle faire appel ? Elle peut faire appel à une entreprise par la voie de la délégation de services publics. L'entreprise va investir à sa place et se rembourser sur la vente de la chaleur. Ça, c'est typiquement ce qui se passe dans les centres urbains. Mais dans les territoires ruraux, c'est souvent plus compliqué. Parce que les entreprises, elles sont bien conscientes qu'un petit réseau de chaleur dans un territoire rural, il sera moins rentable qu'un grand réseau dans un grand centre urbain. Et aussi peut-être plus fragile. Donc les entreprises s'y intéressent moins. Et si, du point de vue de la commune, il n'y a aucune entreprise qui est prête à s'engager dans un contrat avec elle, ben c'est à elle d'en assumer la charge. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour ça ? Il y a des aides de l'État qui sont gérées par l'ADEME. C'est une initiative qui a été lancée après le Grenelle de l'environnement, qui s'appelle le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur, c'est une subvention, un dispositif d'aide publique qui permet à des communes de développer des réseaux de chaleur en leur facilitant l'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres types de difficultés pour ces communes rurales ? Il y a le problème du manque de services techniques, administratifs, d'agents municipaux pour régler les pannes, lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire un contrat avec une entreprise qui assure la maintenance, par exemple, bien c'est aux agents communaux de le faire, et lorsqu'il n'y a pas d'agents communaux, c'est aux maires de le faire. Donc c'est une vraie difficulté. Ça veut dire qu'on a des freins à la fois en termes économiques, d'investissement, à la fois dû au manque de compétences techniques. Donc j'ai envie de te demander maintenant, à quoi bon développer ce type de système dans ces communes rurales ?
Il y a plusieurs avantages et il y a plusieurs arguments qui justifient le fait que, malgré les difficultés, des maires se lancent dans ces projets-là. Il y a d'abord le fait que c'est un projet politique, c'est un projet d'aménagement. Ça s'accompagne souvent d'une vision de sa commune à long terme. C'est aussi un engagement vers la fin des énergies fossiles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du bilan de sa commune. En valorisant des sources d'énergie renouvelables locales, il y a parfois aussi l'argument de la relocalisation des ressources, ce qui se passe par exemple en Corrèze, où il y a une initiative de société d'économie mixte à l'échelle du département, qui se justifie aussi parce que les acteurs de ce département ont constaté qu'une grande part de la production de bois de Corrèze était exportée, elle était sortie du département. Pour aller où ? Alors, pour aller alimenter les réseaux de chaleur des grandes villes avoisinantes, Toulouse, Bordeaux par exemple, mais aussi sortir même de la France. Donc, face à ce constat, on peut comprendre que certains acteurs veuillent consommer leurs ressources localement. C'est aussi un système qui permet de développer de l'emploi local. Si les revenus du réseau justifient l'emploi d'un agent supplémentaire dédié à ce système-là, ça permet d'avoir un emploi local non délocalisable. Il y a un autre avantage au développement de ces systèmes-là, c'est le fait de maintenir un prix de la chaleur à peu près constant. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le prix de la chaleur n'est pas constant pour ces communes rurales ? Dans un contexte où le prix des énergies fossiles fluctue, et où beaucoup de bâtiments dans les territoires ruraux dépendent de ces énergies-là pour se chauffer. Pour vous donner un exemple, alors que les résidences principales parisiennes étaient, pour uniquement 4% d'entre elles, chauffées avec du fioul, en même temps, dans le département de la Lozère, qui est beaucoup plus rural, c'était 34%. Donc, dans un territoire rural qui dépend de ces énergies-là pour se chauffer, des maires préfèrent lancer un projet de réseau de chaleur pour assurer à leurs administrés un prix de la chaleur constant. Si on revient maintenant à ton travail de recherche, est-ce que tu peux nous expliquer ton intervention finalement par rapport à ce contexte assez difficile du déploiement dans le monde rural des réseaux de chaleur ? Ce que j'essaye de faire, c'est d'abord d'identifier l'ensemble de ces freins, l'ensemble des problèmes qui sont rencontrés par les acteurs sur le terrain. Mais aussi, parfois, de constater que certains acteurs proposent des solutions, trouvent des nouveaux systèmes, trouvent des nouveaux modèles, de les identifier, de les comparer et d'en comprendre les ressorts. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce type d'études ? Oui, par exemple, il y a un seuil qui est souvent utilisé pour déterminer si un projet de réseau est pertinent ou pas. Dans le cadre des subventions accordées par l'ADEME ? Exactement, mais il est aussi utilisé plus largement. Ce seuil, c'est la densité linéique ou la densité thermique. C'est-à-dire ? C'est le rapport entre l'énergie qui est vendue, l'énergie qui est apportée aux différents usagers, divisé donc par la longueur du réseau. Plus un réseau a de consommateurs importants dans une zone réduite, plus sa densité est élevée. Et donc, dans les territoires ruraux, avec des bâtiments espacés, une population avec une densité faible, la densité linéique ou densité thermique des réseaux, elle sera faible. Donc, la commune risque de ne pas atteindre le seuil. Elle risque de ne pas atteindre le seuil, qui détourne les entreprises de l'intérêt du réseau, mais qui aussi les rend inéligibles à l'aide publique. Donc, dans ton analyse, qu'est-ce que tu proposes par rapport à de tels indicateurs ? C'est un seuil qui se justifie assez bien, parce que le réseau, il a besoin de densité pour être pertinent. Mais il y a un fort ressentiment tout de même de certains acteurs dans les territoires ruraux qui considèrent ce seuil comme trop sévère, comme injuste, parce qu'ils ont du mal à l'atteindre. L'ADEME s'adapte à ces revendications et elle a proposé plus récemment une exception pour des réseaux qui auraient une densité juste en dessous du seuil, mais qui apparaîtraient à l'analyse tout de même pertinents. Ce que j'essaye de voir, c'est le lien entre la pertinence du réseau et cet indicateur-là. Et je vois qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas pris en compte. Il y a certains éléments qu'on oublie. On pourrait dire qu'on évacue la technique. Mais c'est aussi parce que, face à l'ensemble des demandes, puisqu'il y a pas mal de territoires ruraux qui aimeraient développer ce système-là, l'acteur public, il a du mal à analyser l'ensemble
des systèmes. J'ai cette impression-là en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire par on évacue la technique ? C'est l'idée que on ne peut pas connaître le réseau avant qu'il ait vraiment été construit. Et donc quand un porteur de projet sollicite la puissance publique pour qu'elle lui donne cette subvention, il ne l'a pas encore construit. Mais il suppose que son réseau, il aura ces caractéristiques-là. Et c'est à partir de ça qu'il faut juger de la pertinence. Et donc c'est compliqué d'aller estimer les performances techniques précises. On est obligé de s'appuyer sur des indicateurs présomptifs, sur des indicateurs qui, avant même que le réseau soit construit, nous donnent une idée de sa pertinence. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes comme alternative ? Ce qu'on pourrait faire, c'est intégrer à ce seuil d'autres paramètres qui, lorsqu'on fait une analyse poussée, apparaissent comme très pertinents pour présumer, évaluer la pertinence d'un projet. Par exemple, inclure l'idée que la ressource sera utilisée localement ? Par exemple, mais ça, ce serait une pertinence au sens très large. Si on se limite aux enjeux très techniques, la température de l'eau dans le réseau, qui est liée aux pertes et donc à l'efficacité et in fine à la pertinence technique du système, elle pourrait être intégrée à cette analyse-là, à ce seuil-là. On pourrait imaginer des seuils différents en fonction de la température. Il faudrait qu'à l'analyse, ça apparaisse pertinent. Et ça favorise les petits réseaux. Ça peut les pousser, puisque la densité, ils ne peuvent pas jouer dessus. En tout cas, s'ils ont déjà défini leur tracé, s'ils ont déjà défini le périmètre de leur réseau, ça peut les pousser à aller vers des réseaux de plus basse température, qui sont des réseaux plus modernes. Ça peut les pousser à aller vers ces systèmes-là, qui sont plus performants, tout en gardant la même densité, et alors avoir le droit aux aides de l'ATEM. D'autres recommandations que tu as à l'esprit et qui pourraient modifier ces indicateurs ? On commence à réfléchir à l'idée de foisonnement. Le foisonnement, c'est une manière d'évaluer la pertinence d'un système mutualisé. Si on se met à tous consommer en même temps, alors il faudrait un système de production qui, pour nous tous, sera égal à la somme de ce que chacun va consommer à ce moment-là. C'est un peu comme la pointe en électricité. C'est exactement le même principe. D'accord ? Mais on sait que quand on a beaucoup d'usagers, les usagers ne consomment pas en même temps, et donc ça a un effet de lissage de la courbe de consommation. Le résultat, c'est que le système mutualisé, il va être plus petit que ce qu'on aurait pu imaginer si tout le monde consommait en même temps. Et ça, c'est un gain économique, clairement, puisque plus le système est gros, plus ça va nous coûter cher. Oui, ça se conçoit très bien. Le problème, c'est que dans un petit réseau de chaleur, dans un territoire rural, par exemple, l'exemple que je donnais dans les Vosges, où on raccorde un hôtel-restaurant et une dizaine de chalets, c'est plus probable que tout le monde consomme en même temps que lorsqu'on est dans un grand centre urbain où on raccorde des dizaines d'immeubles. Bien sûr. Comment tu perçois la suite de ton travail, puisqu'il va te rester encore 2 bonnes années de développement ? Pour les mois à venir, j'aimerais bien intégrer davantage une logique plus financière, les limites d'investissement, l'étude de la rentabilité des systèmes, parce que ça c'est aussi un argument qui revient, dont on a parlé un peu, c'est l'idée qu'un réseau dans un territoire rural, il serait pas rentable. Pourtant, il y en a plein qui existent, donc la question c'est, s'ils sont pas rentables, pourquoi ils existent ? Essayer d'aller creuser ça, peut-être de voir dans quelle mesure cette attente de rentabilité, elle est subjective et qu'est-ce qui l'influence. Et au niveau de la ressource, est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient être améliorés ? Les réseaux en milieu rural, ils consomment essentiellement de la biomasse et principalement à l'intérieur de ça du bois. C'est souvent des territoires où il y a une couverture forestière importante. Mais dans un contexte de tension autour de la ressource en bois, parfois à l'échelle locale, ça pourrait être intéressant d'utiliser des systèmes géothermiques. On a parlé plutôt de systèmes géothermie profondes, donc d'aller creuser à plusieurs kilomètres. Ça, ce serait pas pertinent dans des territoires ruraux où le réseau serait plus petit, consommerait moins. Mais il y a ce qu'on appelle la géothermie de surface, où on a au maximum 200 mètres de profondeur et on va chercher de l'énergie à cette profondeur-là. Et ça serait intéressant peut-être à développer. Il faudrait pour ça faire des modèles et analyser la pertinence en fonction des architectures, des types de systèmes. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe quasiment pas, en particulier dans les territoires ruraux. Et en plus, c'est très dépendant en fait du terrain et donc de la région dans laquelle ceci pourrait se déployer.
Ça dépend vraiment de la région. Ou bien on a sous les pieds une nappe superficielle où on peut aller puiser, ou bien on n'en a pas, et dans ce cas-là, il faut mettre ce qu'on appelle des sondes. Donc l'eau qu'on va faire descendre en profondeur, elle reste dans un circuit fermé, mais elle capte l'énergie du sol, et elle la remonte à la surface. Après, les premières impressions que j'ai sur ce sujet-là, c'est que ça peut se développer sur une grande proportion du territoire. Les services publics qui sont chargés du sol et du sous-sol en France distinguent les zones où ce serait risqué, où ce ne serait pas pertinent de faire de la géothermie de surface, et elles couvrent une part très réduite du territoire français hexagonal. Donc des perspectives tout à fait intéressantes pour ce type de système de chauffage. Aujourd'hui, quelle est la répartition des réseaux de chaleur par rapport au chauffage pour les Français ? La France, au niveau du développement des systèmes de réseaux de chaleur, elle est 19e, 20e des États membres. Et lorsqu'on regarde la répartition des sources d'énergie pour le chauffage des bâtiments en France, on voit qu'à l'échelle de l'Europe, la proportion de réseaux de chaleur elle est plus importante qu'à l'échelle de la France. Je te remercie beaucoup. Je pense que tu nous as entraînés dans un sujet qui est assez méconnu. Et donc, j'espère que la suite de tes travaux permettra de pousser le déploiement des réseaux de chaleur dans les communes rurales. Merci Nadia. C'est vrai que mes travaux s'insèrent dans un contexte où la France s'est donné des objectifs de développement de réseaux de chaleur ambitieux à horizon 2030. Et que pour ça, peut-être que certains territoires moins denses, qui n'ont pas concentré l'essentiel des travaux de recherche, comme on l'a dit, pourraient participer à l'atteinte de ces objectifs. Mais pour ça, il faut identifier les zones dans lesquelles ce serait pertinent. C'est ce que je vais essayer de faire dans la suite de mes travaux. C'était Planète en transition. Un podcast de l'Institut TTI.5 de l'École des Mines de Paris.